Mesdames et messieurs, bonjour. Donc c'est Altay Mancho. Madame Mora, vous me ferez signe quand il reste peu de temps, pour que d'habitude je déborde, donc on va éviter aujourd'hui. Donc effectivement, le travail qui a été proposé dans le cadre de ce projet, c'était une tentative pour promouvoir la résilience psychosociale et accompagner les deuils de l'exil chez les jeunes issus donc des mineurs non accompagnés. Comment faire cet accompagnement? Par les liens créés autour de pratiques sportives et ludiques, mais qui se furent essentiellement sportives dans le cas de ce projet. Il a été mené au centre MENA Les Hirondelles du CPAS d'Assès, en région wallonne, et accompagné par mon institut, l'IRFAM. Alors, nous avions comme objectif premier, c'était d'observer et d'expliquer les apports des activités donc, sportives, culturelles, etc., sur le développement psychosocial des jeunes résidents. Donc, il fallait vraiment appareiller une recherche pour objectiver les effets. Et à partir de cette expérience, renforcer et diffuser le travail mené au Centre MENA, qui a tout un projet pédagogique qui va être exposé par Daniel juste après mon intervention. Quelle fut notre approche? Elle fut, je dirais, naturaliste. On a observé, on a travaillé avec les professionnels du centre, 25 personnes, les éducateurs essentiellement, mais aussi d'autres intervenants du centre, pour observer 48 jeunes entre juillet 2019 et avril 2021. Également, des interviews ont été réalisées avec 25 acteurs externes au centre cette fois, qui sont par exemple des tuteurs, des enseignants, des coachs sportifs, mais aussi des jeunes qui ont quitté le centre, qui nous ont donné leur vue rétrospective. On a fait des synthèses successives de ces observations qui ont été réalisées sur base de checklists qui ont été négociées avec les éducateurs, des grilles, etc. Et puis, des analyses cumulatives ont été faites par votre serviteur et je les ai soumis à chaque fois et à la fois à Daniel, la directrice, mais aussi au personnel éducatif du centre, de façon à avoir de retour et ajuster chaque fois ce que l'observation et l'expérimentation pouvaient apporter comme connaissance. Le groupe observé, donc 48 jeunes, âge moyen 17 ans, ils sont restés résidents au centre environ 14 mois. Durant la recherche, la moitié d'entre eux ont été remplacés parce qu'il y a un grand turnover au niveau des jeunes pour différentes raisons, administratives ou liées à leur âge et à l'aboutissement de leur dossier de demande d'asile. Pour 30 jeunes néanmoins, sur les 48, nous avons au moins 3 trimestres d'observation, donc 3 fois 3 mois, ce qui est quand même notable. Alors, nos jeunes, sur les 48, plus de la moitié sont des Afghans. Ils sont caractérisés, par exemple, par leur faiblesse en français. Et puis, on a une petite vingtaine de jeunes originaires du continent africain qui, par contre, eux, une bonne maîtrise orale de la langue française. Au niveau de scolarité, la grande majorité sont dans des classes d'ASPA, et dont 20 en alpha, donc qui n'avaient jamais été scolarisés dans leur pays, et il s'agit essentiellement de jeunes afghans. Et quand on regarde le profil, par exemple, de leur père à ces jeunes, ce qu'ils faisaient, on voit que la grande majorité avait un emploi, peu stable dans leur pays d'origine. Il s'agit donc aussi à l'origine des personnes qui, dans leur pays, étaient dans une situation socio-économique plutôt défavorable. On constate qu'à la fin de notre travail, notre observation, un quart des jeunes quittent le centre sans solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Belgique n'a pas reconnu valable leur raison de demander protection et donc ces jeunes sont à rue. Donc, c'est évidemment une grave question qui perturbe aussi le fonctionnement du centre lui-même parce que ces jeunes restent évidemment en contact et avec le centre et avec leurs amis qui y sont restés. Donc il y a toujours des canaux de communication. Néanmoins, 18 sur les 48 ont obtenu aussi une demande favorable à leur demande d'asile et 17 ont séjourné aussi dans l'annexe semi-autonomie parce que c'est un centre qui est orchestré en 2 parties. Il y a le centre principal et puis quelques kilomètres plus loin, il y a une maison en semi-autonomie. Donc à peu près 1 jeune sur 3 y séjourne. Quelles ont été les activités qui ont été réalisées autour notamment du sport? On constate qu'un tiers de jeunes ont choisi évidemment de pratiquer le football dans un club local et ces jeunes-là essentiellement sont originaires de l'Afrique. Par contre, un petit quart des jeunes, tous d'origine afghane, se sont auto-organisés pour pratiquer un sport quasiment inconnu au bataillon chez nous, c'est-à-dire le cricket.
Donc il a fallu trouver un club qui était à 100 km du centre, donc c'était pas évident, jusqu'à obtenir du matériel pour ce sport très particulier, ça n'a pas été évident. Par contre, d'autres ont pratiqué la boxe, des arts martiaux. Il ne s'agit que des jeunes garçons, parce que le centre accueille pour le moment que des jeunes garçons depuis plusieurs années. Et on constate que, en moyenne, chaque jeune a pratiqué de manière régulière une activité sportive ou ludique, de manière donc organisée. Par contre, c'est une moyenne. On a quand même 9 jeunes qui n'en ont pratiqué aucun et 3 qui en ont pratiqué jusqu'à 4 activités. Alors, qu'est-ce que nous avons observé? Nous avons observé, par exemple, l'activité dite administrative, le suivi de leur dossier. Chaque fois qu'ils avaient un contact avec leur tuteur, leur avocat, l'intervention d'un interprète, etc., etc., leur comparution au CGRA et autres activités du même type. L'implication scolaire a été observée par leur présence à l'école et toute l'interactivité avec l'école, spécialement suivie par une cellule au sein du centre. Et aussi leur participation à l'école à domicile, l'école de devoirs à domicile, etc. Le nombre d'absences non justifiées, par exemple, ont été comptabilisés. Le nombre d'informations provenant de l'école sur des incidents, il y en a un certain nombre. Et les prestations médicales font partie, évidemment, de l'observation. Il y a une cellule médicale aussi au centre du centre. Leur contact à la psychothérapie avec leur thérapeute, quand ils en ont. Un score bien-être psychosocial qui est lié à l'observation fine des éducateurs, qui est en fait une cotation, c'est notre vision de leur bien-être psychosocial. Et alors le score activité sportive, culturelle et ludique, c'était leur présence aux activités qui peut être dénombrée également. Alors qu'est-ce qu'on constate? Tout d'abord, vous avez entendu tous nos collègues qui ont présenté leur projet. Tout le monde a parlé de pandémie. Je ne vais pas faire déroger à la règle. La pandémie était un véritable défi parce que toutes les activités organisées dans les clubs sportifs ont évidemment été arrêtées. Et donc, et puis les jeunes se sont quand même occupés. Ils ont organisé, vous avez vu, le cricket s'est auto-organisé au sein même de la maison. Et donc là, ça a donné un foisonnement incroyable d'activités qui était impossible à standardiser et donc observer comme nous, on l'aurait souhaité. Par contre, ce fait extrêmement riche parce qu'on a observé plein d'autres choses. On a rendu notre recherche un peu plus qualitative. Daniel va en parler à l'instant. Et on n'a pas pu, en contrepartie, démontrer de manière nette l'effet du sport sur le bien-être psychosocial. Et en suivant d'ailleurs la littérature qui a aussi des difficultés à faire cette preuve, bien qu'on voit qu'il y a quand même un boni par rapport à ça au niveau psychosocial, mais on constate par ailleurs, et ça c'est assez net, que l'effet du sport paraît de manière indirecte, qui passe par la médiation d'autres facteurs, comme par exemple les compétences en français. Eh bien, faire du sport en parlant le français ou sans parler le français, c'est pas pareil en Belgique. Donc, quand on est maintenant en particulier, ça a des effets différents. Et aussi des ressources développées au sein des groupes de la même culture. Là, on voit en contrepartie, quand les Afghans se mettent entre eux, organisent un match de cricket, eh bien, c'est comme une psychothérapie de groupe. Ça marche très très bien aussi. Donc, l'effet du sport intervient par d'autres biais. Et on voit aussi que l'activité sportive est en concomitance avec les difficultés psychologiques. C'est pas parce que vous pratiquez le sport de manière intensive que vous êtes prévenu de ce genre de difficultés. Au contraire, la pratique intensive du sport rend compte même de l'imminence ou de la présence de ces difficultés, parce que les jeunes nous disent « moi, je me fatigue pour pouvoir dormir la nuit, sinon je suis accablé par mes démons ». Donc on voit bien qu'il y a… le sport n'est pas, la fin des difficultés, le dépassement des difficultés, mais c'est plutôt ça signe la prise en charge par le jeune. Donc c'est un début de résilience en quelque sorte. Alors les activités scolaires, sans surprise, on voit que la maîtrise de la langue française influence évidemment le niveau scolaire. On voit par exemple les jeunes africains qui sont dans des classes professionnelles ou en alternance, dans l'enseignement donc ordinaire, tandis que les Afghans sont plutôt dans des classes d'ASPA, avec d'autres primo-arrivants, notamment de leur pays, parce que c'est le nombre le plus important, les Afghans, et ce qui représente une très grande contradiction dans notre politique de développement scolaire et développement de la langue française par ces enfants, puisque le fait d'être entre eux, bien, ils ne parlent pas français, ils parlent leur langue. Donc ça, c'est une difficulté importante qui doit être évidemment réfléchie à mon sens. Pour en tout cas les jeunes qui, dans leur pays d'origine, n'ont pas été scolarisés, ils n'ont pas de passé scolaire, ils ont des difficultés à concevoir, à comprendre les consignes, de rester assis 8 heures, eux qui ont marché depuis l'Afghanistan jusqu'ici.
Alors, le feedback scolaire aussi est quelque chose de tout à fait inattendu pour eux. C'est un rendu qui vient longtemps après. Ce sont des devoirs corrigés. Ça, c'est par écrit, c'est quelques signes en rouge. Et alors que le feedback qui semble fonctionner très très bien, ça se passe par exemple sur le terrain de sport. C'est le coach qui crie « Mais allez, tu vas taper maintenant, oui, bravo !» Et ça, c'est tout de suite compris, quelle que soit la langue, les gestes, etc. Tout ça est compris et les jeunes l'enregistrent. Évidemment, ça les encourage à être encore plus assidus. Par exemple, à l'entraînement, dans les contacts avec les autres, etc. etc. Il y a une chaîne vertueuse, tandis que le feedback scolaire n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Alors, là, on voit aussi que l'intensité de l'activité administrative est en corrélation avec les soucis médicaux et l'absentéisme à l'école. Et on voit une chaîne, comment dire, tout à fait dégradante, qui est la durée de, comment dire, l'augmentation de cette activité administrative, les stress qui suit avec, et qui se crée l'absentéisme à l'école, c'est-à-dire un retard à l'école, donc une non-envie de recommencer, etc. etc. C'est quelque chose d'effectivement un cercle vicieux. Par contre, il y a aussi des cercles vertueux qu'on a observés. C'est la durée du séjour au centre, qui augmente l'interaction avec les éducateurs, et qui permet aussi de développer des ancrages au niveau de la langue française, et qui a des effets sur l'école. Et donc là, on a un cercle vertueux qui s'installe. Le même cercle vertueux est aussi observé au niveau de la psychothérapie. Tous les jeunes ont droit, mais tous les jeunes n'y accèdent pas. C'est une question linguistique aussi. Plus ils maîtrisent le français, mieux l'activité psychothérapeutique a une emprise sur eux. Bien sûr, il y a des traducteurs, interprètes, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, on constate aussi que toute une série d'activités qui n'ont rien à voir avec la psychothérapie, comme le sport, qui les réconcilie avec le français, comme le lien éducatif avec les éducateurs, qui le réconcilie avec le français, ont après une espèce de diffusion de confiance qui permet aux jeunes d'aller vers des personnes, des soins qu'ils pourraient redouter au départ. C'est ce qui se passe en général. Donc, pendant la période Covid, on a fait quelques observations qui nous ont tout à fait décoiffés. Bon, bien sûr, le conflit avec l'école diminue. Vous voyez, ça disparaît quasiment puisque l'école est arrêtée. Et donc, le stress lié à l'école, qui est un second front, et un premier front avec les activités administratives, un second front avec l'école qui est très stressogène pour la plupart des jeunes, eh bien, ça diminue. Ça veut dire que les jeunes sont beaucoup plus réceptifs à tout ce qu'on peut leur proposer, alors que l'école est fermée. Les activités administratives, par contre, ne se sont pas résorbées. Ils ont même augmenté un petit peu durant la pandémie. Et les activités sportives et culturelles se sont arrêtées dans leur versant organisé dans les clubs extérieurs. Par contre, se sont réorganisées autour du centre et à l'intérieur du centre. Donc, il n'y a pas d'effet par rapport à ça. On voit que le bien-être, le score de bien-être perçu chez les jeunes augmente par contre. Donc, la pandémie qui a stressé tout le monde, eux, ça leur fait du bien. Donc c'est intéressant de le constater et ce constat est assez répétitif sur d'autres groupes d'immigrés et de réfugiés sur lesquels nous menons à l'IRFAM des travaux. Donc la pandémie a été, donc pas un bénéfice, mais quelque chose qui a arrêté une série de choses qui représentaient des stress pour eux. On voit par exemple que si l'activité médicale a un petit peu augmenté, par contre l'usage d'antidépresseurs et antidouleurs par exemple a quasiment été annulé pendant la pandémie. C'est intéressant à noter. Et surtout, on constate qu'avec l'école à domicile, l'école de devoir et autres activités qui ont pris le relais, on voit que le niveau moyen de français a augmenté chez les jeunes alors même qu'ils n'allaient pas à l'école. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement interpellant par rapport à notre observation. Alors, tout ça pour essayer d'identifier les différentes modalités de résilience chez ces jeunes. On a tenté une typologie. On a essayé d'objectiver les capacités de résilience des jeunes et estimer l'apport de leur encadrement, c'est-à-dire l'apport du centre et de sa pédagogie. Nous définissons la résilience, pour faire simple, comme une capacité à maintenir une adaptation optimale malgré les expériences déstabilisantes. Des expériences déstabilisantes, ces jeunes en vivent pas mal. Et donc, on a essayé de le voir dans l'évolution de leur bien-être psychosocial perçu, indépendamment de la scolarité ou du processus d'asile, et de voir par rapport au temps. Est-ce que plus le temps passe au centre, mieux ils s'adaptent, mieux ils se sentent, ils ont des preuves de résilience, ou au contraire, il y a plutôt des difficultés qui s'accentuent. Eh bien, on a vu que environ 11 résidents sur les 48, donc 37%, eh bien, ils ont une forte corrélation, au moins 1,41, entre leur bien-être psychosocial perçu et le nombre de trimestres d'observation.
Donc ça veut dire que plus ils restent au centre, plus ils évoluent positivement, ils se renforcent dans leur psychologie. On les a désignés comme résilients. À l'inverse, il y a 6 jeunes, un petit groupe, un quart à peu près de notre population, qui présentent une corrélation fortement négative avec le variable temps. Et donc, on voit là apparaître un groupe particulièrement vulnérable par rapport à le contexte dans lequel ils sont. Et enfin, il y a un groupe au milieu d'environ 13 jeunes qui sont un groupe intermédiaire. Ils présentent des corrélations proches de zéro par rapport entre donc, leur bien-être perçu et le temps passé. Et quand on compare le groupe, les jeunes vulnérables, donc là, première ligne, première colonne, et puis en troisième colonne, les jeunes résilients, quand on les compare, on voit des différences significatives. Quelles sont ces différences? Tout d'abord, on voit que, contrairement à ce que nous pensions, les jeunes dits résilients doivent endosser une activité administrative plus élevée, plus courante, plus fréquente que les jeunes dits vulnérables. Donc, alors qu'on s'attendrait à l'inverse. Mais ça veut dire que vraiment, là, ils sont en train de faire face à ces difficultés. On voit aussi que les prestations médicales sont beaucoup plus petites, significativement plus, moins importantes pour les jeunes dits résilients que pour les jeunes vulnérables. On voit que la présence au centre, en termes de mois, par exemple, on approche de 19 mois pour les résilients, alors qu'on est à 14 mois pour les vulnérables, est aussi significativement différente. Plus on passe du temps dans le centre, plus il y a quelque chose de l'ordre de la construction psychologique. On voit aussi que la qualité des interactions avec les éducateurs, ce sont les éducateurs, les 25 éducateurs, qui cotent les qualités de réaction qu'ils ont avec chacun des jeunes régulièrement, donc on en a fait des moyennes. On voit que là aussi, les jeunes dits résilients ont aussi une estimation plus positive de leur relation avec les éducateurs, tandis que les autres, peut-être maîtrisant moins la langue, sont plus taiseux, moins lisibles, moins compréhensibles, et avec lesquels les interactions sont moins bonnes. Alors, au niveau des sports, par exemple, ceux qui fréquentent les arts martiaux, bien, parmi les résilients, nous avons 1 jeune sur 5 qui fréquente les arts martiaux, tandis que c'est 0 parmi les jeunes vulnérables, alors qu'un jeune sur 2 vulnérables pratique du sport, mais en solo, tout seul. Ils font du fitness, ils font du jogging, tout seul dans leur tête. Tandis que cette activité seule est quasi inexistante dans les autres groupes. Et donc, on essaie de voir le lien entre certains types de fréquentation, certains types de feedback, parce que nous avons observé aussi, discuté également avec le maître d'arts martiaux. On voit bien le type de relation qu'il crée avec les jeunes. C'est comme celui que j'ai mimé. Et il y a une contribution à leur renforcement. Et puis, on constate aussi que la pratique du sport en solo est quelque chose de préféré par les jeunes qui, justement, ne parvient pas à partager avec autrui, éducateurs ou d'autres condisciples. Alors, on constate aussi que la grande majorité de nos jeunes résilients sont afghanes. Donc, les Afghans représentent 56% des résidents, mais parmi les jeunes dits résilients, ils représentent 73%. Ce n'est évidemment pas une question ethnique, encore moins génétique, mais on va poindre des hypothèses explicatives qui sont de l'ordre du social. Parce que ces jeunes, rappelez-vous de ce criquet qui est auto-organisé, se sont organisés tout un contexte de défense collective autour de ce sport, autour des interactions qu'ils vivent entre eux, mais à l'exclusion des autres, puisque ça se passe en afghan, et ce sont des règles un peu fermées pour nous, parce qu'on ne connaît pas ce sport. Et donc, il y a là une zone de protection qui sont créées, et effectivement, ça a l'air de fonctionner. C'est cette fermeture, entre guillemets, repli communautaire, semble fonctionner dans leur état. Il est évidemment hors de question de dire qu'il faut laisser les choses faire comme ça ad vitam aeternam. Il faut équilibrer ce repli qui semble avoir des vertus avec des ouvertures, comme par exemple au club de arts martiaux ou au football, où les jeunes sont avec d'autres, notamment avec des Belges, qui les admirent pour leur talent et qui les insèrent, qui les intègrent donc dans la communauté belge à travers cette appréciation. Alors, donc la cohésion du groupe, on l'a dit. Et donc c'est ici que je m'arrêterai et je passerai avec plaisir la parole à Daniel Crutzen pour parler de l'examen des vignettes individuelles, puisque avec le Covid, on a eu une autre imaginaire de recherche. On a développé des vignettes individuelles, parce qu'on les a observées, donc on avait des choses à dire au-delà des croix à mettre dans des cases. Et donc on a réalisé des petites histoires de ces jeunes à partir du moment où ils sont arrivés dans le centre jusqu'à la fin de l'observation. Et tout ça a pu être analysé de manière qualitative et transversale. Et ça a donné pas mal d'informations et qui seront comptées maintenant par Daniel.